tous, eh bien oui, c'est tout de suite Bulle Noire avec plusieurs invités. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Hein. L'autre, il va pas tarder. C'est Johan Zarka qui est avec nous. Salut. Johan. Salut. On attend Romain Terneau, avec lequel tu viens de publier un roman aux éditions Goutte d'Or. Ça s'appelle Success Story. Voilà, exactement. On va en parler pendant cette émission, mais avant, on va faire un petit point. Et il y a le fameux Gio Bandini qui est toujours là, qui est toujours présent. Toujours présent. Bonjour Stéphane. Est-ce qu'il faut le présenter ? Non, ce sera pas nécessaire. D'accord, on dit rien. Johan Zarka, petit point bio, né en 1984. Bah ouais. Tu dis quand je dis non, jusque là, c'est impec. Ça va. Né du côté de Brie-sur-Marne. Oui, du côté de Brie-sur-Marne. Ouais. J'ai grandi à Brie-sur-Marne. Mais t'étais à côté, pas loin. Ouais. Études de journalisme. Ouais. Pas brillant. Pas terrible. Non, pas terrible, non. Non, c'est moyen, ouais. Me raconte justement comment tu commences ta vie à Brie-sur-Marne. Pourquoi Brie-sur-Marne? Tes parents étaient là-bas, j'imagine. Voilà, exactement. Ouais. Pourquoi Brie-sur-Marne? J'ai pas eu tellement le choix, ouais. T'as pas eu le choix. Donc j'ai grandi là-bas et après effectivement j'ai fait des études de journalisme avec j'avais quand même un truc, c'est que j'aimais pas trop raconter la réalité. Donc c'est un peu problématique quand t'es journaliste. J'aimais bien inventer. Donc je faisais des trucs à ma sauce et c'est là que je me suis dit peut-être que c'est vers la fiction qu'il faut que je me tourne, voilà quoi. Parce que t'avais fait des études de journalisme officielles, donc. Officielles. Ah mais non mais c'est-à-dire que tu t'es dit au départ, je vais quand même essayer de relater quelque chose de la réalité. Ouais, même si pas. En fait, il y avait si tu veux, il y avait cet attrait à l'écriture quoi, tu vois, genre donc ça me plaisait. Moi je voulais écrire, j'aimais écrire. Et du coup c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus, mais tu vois, j'enrobais un petit peu mes articles. Je les bidonnais pas mal. Donc j'ai déjà ce plaisir là. Et puis voilà, j'ai été aussi rédacteur en Asie par la suite où là on me laissait encore plus officiellement bidonner. Donc et là j'adorais ça quoi, bidonner voilà, la réalité est pas trop mon truc et ça après je me suis dit tiens, faut quand même que je fasse un peu de fiction quoi, à mytho comme ça tout le temps, faut peut-être que je me tourne vers la fiction quoi. Mais ce que tu faisais en tant que journaliste, c'était plutôt les chiens écrasés, les faits divers, les trucs comme ça. En fait, en tant que rédacteur, j'ai bossé qu'en Asie et en fait, il y avait en réalité, c'était un petit mag qui s'appelait L'Écho du Cambodge, qui était une petite revue, voilà, et il y avait pas mal de publi-rédac, donc ceux de pub, donc c'était même pas vraiment du journalisme. Mais même là, en fait, ça à la limite, ça me dérangeait pas. Parce que si tu veux, tu vas bouffer dans des restos, des trucs, et puis tu t'inventes une story, c'était vraiment le truc. Mais tu racontais du coup des trucs, t'avais une obligation de raconter des trucs autour de. Ouais, et puis après je faisais aussi des articles, je me rappelle comme ça d'un article que j'avais fait sur la boxe Khmer. Et puis alors j'arrive au combat et puis alors tout était bidonné quasiment. Bon, c'était pas censé être bidonné, mais bon j'aimais ça quand même. Voilà, j'aimais bien quand même bidonner ça. Et puis voilà, non mais concrètement j'ai tout bidonné en écrivant quoi. Mais quand tu faisais justement tes trucs bidonnés, c'était un peu. Tu connaissais Hunter Thompson, tu faisais à la Hunter Thompson, en fait un peu Gonzo ou pas du tout? Ouais, alors exactement. Sauf que après sur Hunter Thompson on connaît pas non plus la part de réalité, mais si tu veux, moi je l'ai découvert après Hunter Thompson, mais c'est vrai que j'étais dans une logique de comment dire, un peu gonzo, donc quand même de raconter une histoire, mais si tu veux, de pas m'embarrasser encore une fois avec forcément voilà, s'il fallait que j'invente un perso qui arrive parce que ça m'amusait d'imaginer un mec qui arrive, j'y allais quoi. Tu te mettais en scène ou non? Pas trop. Un petit peu, pas automatiquement, mais ça m'arrivait, ouais. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Bon, alors finalement tu te dis le journalisme c'est bien beau, mais autant raconter des vraies histoires sans m'emmerder. C'est ce que tu t'es dit? En fait, si tu veux, j'avais toujours l'attrait j'ai toujours cet attrait pour la fiction quoi. Et au bout d'un moment, non, je me suis dit peut-être que à force de bidonner, je vais raconter une vraie histoire bidon, c'est-à-dire un roman quoi. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. Je l'ai écrit j'ai commencé à l'écrire en 2011, il a été publié en 2014. C'était un roman noir qui se passait dans le bois de Boulogne. Et du coup, voilà, c'est ça, je me suis dit quitte à bidonner, autant faire de la fiction avec
là pour le coup une empreinte quand même dans le réel, quoi. C'est assez réaliste, quoi. Mais la genèse de ce truc-là, elle est un peu spéciale, non? Parce que ça commence par un blog, c'est ça? Raconte aux auditeurs de Radio Libertaire ce qui se passe avec ce bouquin. En exactement. fait, non. La réalité, c'est que la réalité. Allez. Après avoir dit qu'il me donnait tout, il va vous dire la réalité. Que seul je connais. Non, j'avais déjà écrit ce livre. Et après quelques années plus tard, j'ai monté, j'ai créé ce blog qui s'appelait Le Mec de l'Underground, qui était un peu, un blog vraiment écrit super, enfin en argot très contemporain, tu vois, enfin Verlan, Manouche, enfin tu vois, un jargon un peu assez contemporain, et puis qui avait une forme assez humoristique. C'était des scénettes avec des persos récurrents, voilà. Et le blog a pris la sauce. Et c'est comme ça que mon éditrice, ma première éditrice, donc des éditions Don Quichotte, m'a contacté pour savoir si j'avais un manuscrit de côté. J'avais ce truc-là, le boss de Boulogne, et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est par le biais du blog que je me suis fait connaître. Que t'as réussi à publier le truc, parce que donc c'était ça l'histoire un petit peu, la vérité. Selon Monsieur Johan Zarka. Toujours précisé. Faut faire attention à ce qu'il raconte. Bon, ce qu'il y a, c'est que en parallèle, évidemment, je pense pas que ce soit ça qui te fasse vivre. Qu'est-ce que tu foutais pour gagner 3 francs 6 sous? Alors, au moment où je me suis fait éditer, moi j'ai fait des tafs alimentaires, j'ai été pion, j'ai fait des jobs alimentaires à côté, et à côté j'avais le blog, quoi. C'est comme ça que le truc s'est fait, quoi. En fait, du coup, c'est intéressant ce que tu racontes sur le fait que tu aies été pion. Ça t'a peut-être servi après pour Success Story, pour raconter les histoires avec les élèves. Oui aussi. Peut-être un peu, non? Un peu, je pense quand même. Forcément, il y a peut-être c'est un peu resté dans la tête. Parce que quand t'es pion, tu vois comment se passe un bahut, donc si tu veux. Mais après. Bon, ça va, j'ai encore un bon souvenir en tant que collégien aussi de comment se passe un bahut, mais je pense qu'il y a eu des petits détails comme ça qu'on peut me servir en tant que pion. Servir éventuellement, pour l'écriture de ce truc. On en parlera tout à l'heure de Success Story, puisque c'est un roman écrit il y a 2. Ouais. Donc, va falloir nous raconter la méthode. Peut-être que Romain va arriver d'ici là, sait-on jamais, dans 1 heure, peut-être. Peut-être. Comme ça, il y aura ta version à toi, et puis il y aura sa version à lui. Qui sont 2 versions totalement opposées, sans doute. Ça sera peut-être pas la même chose. Le roman suivant, c'est quoi? Donc, t'as un éditeur, t'es plutôt assez content, ça fait toujours plaisir d'être publié. Comment ça se passe la suite de l'opération? T'avais déjà d'autres manuscrits en route? J'avais écrit le roman du blog, Le Mec de l'Underground, mais que j'avais fait en indé, quoi. Que j'avais tiré à 100 exemplaires, comme ça, c'était pour les potes, qui maintenant va être édité, donc 5 ans plus tard, chez Fleuve en septembre. En septembre prochain. Et donc il y a eu celui-là. Mais donc pas sous ce nom-là. Non, pas sur le même nom. Non. Et ensuite, j'ai publié mon 2e roman chez mon éditeur, donc qui était Don Quichotte, qui s'appelait Piprobe, qui était un roman mystique et assez urbain et très urbain, enfin assez violent, qui se passait à Bangkok. Voilà, ça c'était mon 2e roman, donc qui est paru 1 an après Le Boss de Boulogne. Et ensuite, je suis passé chez les éditions Latengo et pour un livre qui se passait dans la tête d'un enfant tueur. Et qui était raconté presque comme un petit Nicolas, mais version hardcore, quoi. Comment tu t'es retrouvé chez Latengo? Comment je me suis retrouvé chez Latengo? C'est les aléas de l'édition. En fait, j'ai proposé ce manuscrit à mon éditrice, qui le voulait pas. Je fais, tac, je me casse et puis voilà. Je propose à quelqu'un d'autre. Et du coup, je connaissais un peu l'éditeur de Latengo, donc je lui ai refourgué le manuscrit, ça lui a plu, elle dit on l'édite. Et là, du coup, c'était Petit Monstre, c'était mon 3e roman. Est-ce que pour toi, tu écris dans un genre particulier ou non? Je te parle pas de style, je te parle de genre. Est-ce que pour toi, c'est ça aussi entre le polar, le noir? Il y en a pas mal, mais tu vois, par exemple, Success Story.
Déjà, on n'est plus dans le roman noir, et je vois mes trucs à venir, enfin mes projets à venir, c'est plus tellement du roman noir, mais jusqu'à présent. Avant que tu fasses Success Story. Ah oui, c'est ça. Ouais, roman noir, ouais. C'était ça la dynamique. Ouais. Tu lisais beaucoup de romans noirs quand tu étais jeune ou non? Pas spécialement. Et d'ailleurs, j'ai une empreinte plus, j'ai une influence plus par le ciné d'ailleurs que par la littérature. Et mais est-ce que j'ai lu du roman? Non, ça vient pas de. Enfin, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça c'est des obsessions perso, tu vois. Elle est un petit peu dans, je sais pas, je sais pas comment je pourrais dire ça sans le dire de manière pompeuse, mais tu vois, un peu dans le dark de l'être humain, quoi, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est des obsessions perso, quoi. Je pense, c'est ça qui m'orientait plus vers le roman noir, quoi. On imagine. Bon, on fait une petite pause musicale. J'ai choisi les morceaux qui correspondent à Success Story. Ouais. Vous allez le comprendre pourquoi. Ouais. Là, le premier truc, je vous laisse le découvrir. Radio Libertaire 89.4 avec Johan Zarka, qui on attend Romain Terneau, qui vient de publier Success Story aux éditions Goutte d'Or. La suite après le bouquin de la Tango, c'était qu'est-ce que tu après c'était dans une maison d'édition que j'ai fondée donc avec des potes, donc les éditions Goutte d'Or, et c'était Panam Underground, qui était une plongée dans plein de milieux interlopes, à Paname, et qui a un bouquin qui a bien, qui a eu un prix, qui a eu le prix de Flore, ouais. Ouais, c'était pas mal ça. Ah ouais, c'était pas mal, ouais. Raconte aux auditeurs de Radio Libertaire pourquoi t'as monté Goutte d'Or. Tu te disais il n'y avait pas trop de place au sein des éditeurs. La réalité, c'est qu'on a moins. On a moins intellectualisé que ça. C'est-à-dire qu'on était un groupe de potes, et à un moment donné, Geoffrey et Clara, donc mes assos, ils habitaient à la Goutte d'Or. Ils me disaient, il y a un étage qui se libère au-dessus, si tu veux, parce que je cherchais un appart. Ouais, ok. Et à ce moment-là, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc. Et puis on a monté cette maison d'édition, et puis après effectivement t'avais parmi nous t'avais un journaleux, t'avais Clara qui était déjà éditrice, donc on s'est dit on était complémentaires pour faire ça, quoi. Et c'est comme ça un peu que le truc s'est fait, quoi. Mais l'idée, c'était publier quoi? Pas que Johan Zarka? Ah non, bien sûr que non. Non, c'était de faire une maison d'édition, sauf que comme on avait assez peu de thunes la première année, t'avais mon associé, donc Geoffrey Le Guilcher, lui il a écrit une enquête qui se passait dans les abattoirs, une enquête assez gonzo, qui s'appelait Steak Machine. Donc lui, il ses droits d'auteur, il écrivait pour la maison d'édition, et moi j'ai écrit un roman. Et donc on a écrit Steak Machine. Après il y a eu une auteure extérieure qui était une pote, qui a écrit un livre qui s'appelait On ne naît pas grosse, et qui était à la fois une enquête, et entre l'enquête et le témoignage sur l'obésité, et après moi je suis arrivé en troisième avec Panam Underground. J'apportais un bouquin à maison d'édition. Non, on a fait ça la première année, si tu veux, pour que le truc tourne, quoi. Et ça. Alors justement, vous montez Goutte d'Or, là tu plonges dans les arcanes de l'édition et tu découvres tout un tas de trucs. Comment ça se passe cette aventure Goutte d'Or qui continue, hein? Goutte d'Or, ça se passe. Parce que là, du coup, vous avez dû apprendre les uns et les autres à comment ça fonctionnait, quoi. On a évidemment. Même si vous aviez des petites pistes où vous saviez à peu près comment ça marchait. Ouais, on savait. Si tu veux, on a un peu vu. Mais après, ce qui se passe, c'est que c'est une maison d'édition qui est toute petite, qui est toute jeune. Donc, si tu veux, on est assez élastique, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas. En fait, si tu veux, j'ai pas eu l'impression de découvrir un milieu où ça fait petit à petit. On a fait à notre sauce. Non, mais ne serait-ce que pour la distribution, parce que le plus important c'est la distribution des bouquins. La distribution. Là, tu découvres un truc. Là, tu te dis, putain, c'est quand même un peu, c'est pas évident, quoi. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir un enquêteur dans la team, c'est que il se renseigne de la même manière qu'il enquêterait sur Sarko Kadhafi, tu vois, comment marche une maison d'édition. Donc il nous faut mais alors perso, moi j'y connaissais que dalle de chez que dalle, quoi. Et du coup, évidemment, on s'est renseigné, et puis on a trouvé un distrib qui nous plaisait, ça s'est fait comme ça, ouais. Bon, ça a l'air simple comme ça, hein, mais amis auditeurs de Radio Libertaire, c'est pas si simple que ça.
Mais non, là, non, je dis pas que c'est là, simple, mais après, si tu veux, si tu veux, on a, et voilà. c'est vrai il y a que eu- chacun avait un peu son job Si tu et veux, là, et se démerdait. ouais, c'est-à-dire que là, tu me parles de trucs où j'étais peut-être un petit peu branleur, moi, c'est malin, donc je suis encore un peu touriste, dans cette affaire, tu vois, dans les trucs un peu techniques. Ouais. Non, je dis pas que c'est simple, non, c'est pas simple, mais voilà, enfin, je sais pas, on a fait ça, non, évidemment, on s'est renseigné, mais après, on a fait aussi à notre sauce, tu vois, on découvre encore un peu le système. Ouais. Raconte comment tu te récupères le prix de Flore. C'est quand même Écoute, ça se passe comment en fait exactement? Ça s'est passé comment? Tu sais à peu près comment t'en es arrivé à avoir oui, ce prix? je sais parce qu'en fait, voilà, généralement. Quand t'es sur des prix assez, t'es sur des prix assez importants, c'est que globalement tu connais un mec. Faut pas, voilà. Donc j'avais un pote qui était dans le jury et il dit bah tiens, je vais proposer Paname, mais je pense qu'il y croyait pas plus que ça. Et donc et voilà. Et puis il sort le livre, apparemment, ce qu'on m'a rapporté, il sort le livre pendant les délibérations, enfin pour la sélection. Et il y a un autre mec du jury que maintenant que je connais mais que je connaissais pas qui dit ah bah ouais, j'avais kiffé son premier bouquin Le Boss de Boulogne. Bon, ça tilt. Apparemment, il y a Bec BD qui a lu, il a vu que le truc était Verlan, Manouche, enfin voilà, Argot et tout, il fait ah bah tiens, c'est marrant, paf, sélection. Et là à ce moment-là, mon pote qui était membre du jury m'appelle, il me dit bah t'es sélectionné, ça veut dire que qu'on a fait le plus dur quoi. Et après le truc, c'est leur micmac perso quoi, je sais pas après dans le comment ça s'est fait, pourquoi ils m'ont choisi, tu vois, mais parce que donc il y a dernière sélection, il doit rester, je sais pas, 5 bouquins, j'imagine. oui, voilà, t'as 10 et puis 5. Ouais. Et puis moi je suis le outsider de chez outsider. Enfin, tu vois, dans ma tête, non mais attends, ils ont tout le temps toujours fait gagner des grandes maisons d'édition, comme on dit Gali Grasseuil, si tu veux, pour le Goncourt, mais voilà, pour moi le Flore c'est... Tu sais qui y avait face à toi ou non, entre guillemets? T'as le souvenir de qui y avait? Il y avait Eva Ionesco, il y avait du Creuset, parce qu'en fait cette année on a été 2 à l'avoir le prix de Flore. Et c'est la première fois que c'est arrivé, tu vois. On a été 2 et c'est assez marrant parce que t'as 12 membres du jury, t'en as 6 qui sont plutôt institutionnels en gros, et 6 autres qui sont un peu plus à l'arrache quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, t'as mon coloréat, donc Pierre Ducreuset, voilà, lui il est plus académique, enfin même plus solide, enfin voilà, c'est vraiment un littéraire quoi. Et du coup je me suis retrouvé avec lui et c'est assez marrant parce que c'était bien 2 visions de la littérature quoi. Et voilà, qui avait d'autres, je me rappelle plus qui il y avait David Dufresne pour Moon, comment ça s'appelait, je me rappelle, ce qui était un truc, une enquête, là pour le coup c'était un peu plus journalistique. Et c'est-à-dire que le Flore jusqu'à présent ça a toujours été des fictions qui ont été primées. Ouais. Bon, il y a une fête pour le prix de Flore. Bah il y a la fameuse soirée du Flore. J'imagine que tu y es pas allé parce que t'aimes pas tellement boire. Voilà. L'alcool, ça évidemment, un peu, ouais. Donc tu y es pas allé du tout. Non, t'as dit non, c'est pas possible. Voilà, j'ai fait acte de présent, j'ai bu mon petit verre de champagne et puis je me suis cassé. T'es reparti tout de suite. On s'en doute. Bon, ça c'est sympa de te retrouver dans un cocktail où t'es au centre du truc. Quand même. Surtout c'est hallucinant. Ouais. C'est voilà, je te dis, moi j'étais le outsider du truc quoi. Enfin voilà, une petite maison d'édition, un livre comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change du coup? Je sais pas. Sur le plan de l'édition, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a des gros... Là, tu me demandes en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur? En tant qu'auteur. Ah, en tant qu'auteur, ouais. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que ça a provoqué une grosse médiatisation du livre, et donc du coup, ça fait bien vendre le livre. Tu vois, donc, ouais, mais ça pose un blast. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui t'ont un petit peu contacté et un peu dragué pour que tu viennes chez eux? Oui. Mais après, bon, moi, j'ai ma maison d'édition, mais après, ce qui me permet d'être libre. Après, moi, en tant qu'auteur, je vais réfléchir aussi à quel livre correspond, enfin, quelle maison d'édition correspond à quel livre. Oui, parce que de toute façon, Goutte d'Or allait pas publier tous les bouquins que tu... Non, c'est pas le but. C'était pas le but. Donc t'étais assez libre pour aller chez d'autres éditeurs. Exactement. Non seulement Goutte d'Or a pas vocation à publier que moi, mais en plus, voilà, t'as des maisons d'édition qui vont mieux défendre un certain type de livre que d'autres, donc il y a certains projets, je les ai proposés aussi à d'autres éditeurs, enfin voilà, mais voilà. Est-ce que tu as une grosse production comme notre ami Terno ou non?
Ouais, quand même, ouais. Bah moi, je suis sur une écriture assez orale, donc ce qui demande, ce qui est assez, assez imagé, donc ce qui demande, voilà, tu prends pas 10 piges à écrire des livres comme les nôtres, quoi, avec Romain. Ouais, j'écris pas mal, ouais. Donc t'as toujours, t'es comme Romain, t'as 3 milliards de manuscrits dans tes tiroirs. J'en ai moins que lui, mais j'en ai quelques-uns. T'en as quelques-uns. Ouais. Mais justement, ces quelques-uns, qu'est-ce que t'en fais quand il y a des éditeurs qui t'ont un petit peu dragouillé, t'as pas dit ah oui, je vais avoir des trucs dans mon tiroir ou non, ça t'est venu. Bah après, si tu veux, là j'ai deux romans qui vont déjà. Alors j'ai un roman qui va être publié en septembre. Et j'en ai un autre en 2020. Noir. Voilà, et un autre chez Grasset en 2020. La date n'est pas fixée, mais voilà. Et après, non, il y a aussi des livres que j'ai proposés où je me suis fait rembarrer. Ouais, non, voilà. Donc, non, c'est pas automatique. T'as le floor, les éditeurs. Non, il y a aussi des trucs, qui plaisent pas, quoi, tu vois. Donc, mais voilà, j'ai des bouquins dans les tiroirs, quoi. Après, il y a toujours le problème de, si tu veux, de ce qu'on dit, ce qui est d'ailleurs qui est pas mon problème à moi, mais qui est un problème d'éditeur, qui est de faut pas trop, faut pas publier trop longtemps. Mais moi, le problème, c'est pas, à la limite, c'est pas mon problème. J'ai presque envie de dire, démerdez-vous entre vous, parce que moi j'ai envie d'écrire, tu vois. Donc et puis faut que je bouffe aussi, tu vois. Donc voilà, mais c'est une question qui s'est posée. Ça fait chier pas mal, quelques éditeurs. C'est une question qui est posée et que vous posez d'ailleurs dans Success Story. Mais on va en parler. On va écouter on va faire une petite pause musicale. On va écouter un titre de Yann Dury. Celui-là, vous le connaissez. Radio Liberta 89.4 avec le roman Success Story qui vient d'être publié aux éditions Goutte d'Or, un roman écrit à 4 mains. On dit souvent à 4 mains, mais en fait c'est complètement con parce que vous l'écrivez pas comme ça. Ah ben, quoi que si, vous avez tapé à la machine, c'est 4 mains. Romain Terneau et Johan Zarka ont écrit ce truc ensemble. Ils vont en parler là, sans doute quand Romain va arriver. Ouais. Mais justement, à propos de Romain Terneau, Joe nous faisait une petite... quand même un petit une anecdote, c'est une anecdote. Heureusement que Bandini est là pour rappeler des trucs parce que sinon je sais pas ce que vous feriez vous les auteurs. Déjà heureusement il était venu la dernière fois pour soutenir Romain Terneau qui était ici. Ouais. Sur Radio Liberté. Non, la petite anecdote, c'est quand j'ai eu le prix de Flore, donc en 2017, Romain s'est pointé, mais il était pas sur la liste. Tu vois, il s'est incrusté. Comment il s'est incrusté? Il s'est fait passer pour le patron de Grasset. Alors, en plus, il était là avec vraiment, tu vois, genre avec son béret, et il a donné le nom du boss de Grasset. Je sais pas comment il l'a. Parce qu'apparemment, il venait d'avoir un gosse et il savait que potentiellement le mec il serait pas là. Ouais. Et le mec, c'est bon, il est sur la liste. Et puis Romain est rentré comme ça. Voilà, c'était pour une petite anecdote. Comme quoi, c'est un bon mytho lui aussi. Ouais. Il s'est raconté des histoires. Ouais. Oui, c'est pas mal. Faut être assez gonflé, mais il était déjà chargé quand il a fait ça ou Non, même pas. Je crois pas. Forcément. Bon, peut-être, sans doute que oui. Ça reste Romain. Un peu, oui. Ça reste Romain. Il n'était pas arrivé comme ça. Ouais. Bon, alors la suite, c'est que tu continues à écrire. Ouais. Et raconte comment tu rencontres le jeune Romain Terneau. Romain, je le rencontre à l'hosto et à Saint-Antoine. Pourquoi à l'hosto? À l'hosto parce qu'on se faisait opérer en fait, mais je le connaissais un peu d'avant des milieux littéraires underground, tu vois. On tournait autour d'un fanzine qui s'appelait le Cafard Hérétique, je sais pas si ça te dit quelque chose. Donc on s'était sans doute croisés et on se retrouve à l'hosto avec Romain, mais on se connaît. Enfin, je me rappelais plus de lui, quoi. On s'était sans doute croisés et lui il se faisait opérer de la hanche, moi du genou et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc en discutant, on a vu qu'on était dans les mêmes délires, quoi, tu vois. On faisait tous les deux de la littérature un peu on va dire alternative. On n'était pas encore publié à l'époque, il était pas encore c'était avant les Forges, il était chez Dob, je crois. Il n'avait pas encore été édité. Moi j'avais le blog à cette époque là et voilà. Et comment est né le projet, c'est assez flou en fait. On a tripé
une fois sur, c'est vraiment un feel good d'une meuf qui fait que de se charger, que de se défoncer et de picoler, et plus elle se défonce et plus elle réussit, quoi. Enfin voilà, mais c'était juste, on en avait parlé, on l'avait pitché, deux trois piges plus tard, dans une soirée un peu alcoolisée, on relance ça et on s'est dit bon bah on va l'écrire, quoi. Et donc on a écrit le synopsis détaillé ensemble. Moi j'ai écrit la première version. Voilà comment nous on a procédé pour écrire à quatre mains, si tu veux. Moi j'ai écrit une première version à partir du synopsis qu'on avait taffé, qu'on avait écrit là pour le coup tous les deux. Donc j'ai écrit une première version. Je lui ai refilé, il se l'est réapproprié, quoi. Il a rajouté des persos, il a retiré des scènes, il en a ajouté, puis je suis repassé derrière, et puis rien, ensuite. C'est comme ça qu'on a procédé, quoi. Justement, lorsque tu écris, toi, en général, là, vous avez été assez rigoureux, d'une certaine façon, en faisant un vrai synopsis, en sachant d'où vous partiez et où vous arriviez. Ce qui n'était pas le cas, pour en avoir parlé avec Romain quand il était venu. Les premiers romans, ses premiers textes, c'est pas comme ça qu'il les faisait. Il était un petit peu en partant avec une idée, puis après il attendait que les personnages le mènent là où il allait. Que d'une certaine façon, je pense que David Mellmans, qui est l'éditeur des Forges, qu'on salue ici, l'a aidé à structurer un petit peu, que ça pouvait l'aider quand même à structurer sans empêcher le délire. Est-ce que c'est pareil pour toi? Alors franchement, Success Story, c'est le seul bouquin que j'ai synopsisé donc avec Romain, mais justement parce qu'on était deux, quand même, au moins qu'on se mette d'accord. Mais après on transgresse au fur et à mesure. Mais non, moi j'ai une écriture très improvisée. Je structure très peu. Et d'ailleurs ça se ressent parce que mes histoires, en vrai, enfin en général, elles casse pas des briques. Je tiens plus sur la narration, sur un rythme, tu vois. Non mais c'est vrai, je tiens plus sur autre chose mais j'ai une écriture assez improvisée, quoi. Mais en fait, est-ce que justement d'avoir fait Success Story, qui est un roman construit mais qui n'empêche pas les délires, on verra tout à l'heure en rentrant dans les détails, tu t'es pas dit qu'il y avait du coup ça ajoutait peut-être un peu une efficacité au récit, ou non? Si, mais en fait je me l'étais, en fait je commence depuis Paname, je l'avais un tout petit peu structuré, mais ça reste quand même assez léger, quoi. Je me prends pas la tête avec des plans énormes. Maintenant, oui, je commence un petit peu plus à structurer, à préparer un petit peu en amont, mais j'ai vraiment, en fait, si tu veux, j'ai vraiment le plaisir aussi de découvrir mon texte, comme tu lis un bouquin ou tu mates un film, bon bah t'as un truc qui se passe, tu t'y attendais pas, paf. Et du coup tu kiffes, voilà, t'as un effet de surprise. Bah je fonctionne pareil, si tu veux, j'ai une idée qui me tombe, et du coup l'effet de surprise je la retrouve aussi, tu vois. Donc je suis plus quand même dans cette démarche d'impro, de laisser le texte couler, et voilà, d'y aller un peu en impro. Mais pour répondre à ta question, si, je la structure un peu plus, mais pas comme un dingue non plus, quoi. Je prépare un petit peu, j'ai des petites scènes en tête, je réfléchis plus à la fin. C'est-à-dire fonctionner à fil tendu. Donc je réfléchis au début, à la fin, et puis après, paf, en fil tendu, voilà, t'essayes de retomber un peu sur tes pattes. Mais non, je suis pas quand même, j'ai pas une méthode très structurée à la base, quoi. Quand vous avez commencé à discuter avec Romain de cette histoire de nana, bon, pour faire un bref pitch de Success Story, c'est l'histoire d'une nana qui est prof dans un établissement en banlieue. Elle est un peu, elle est assez straight comme fille, assez chiante. Il y a des gamins il y a des gamins qui sont qui paraissent être des vraies têtes de con. Elle veut les saquer direct. Elle gueule après sa voisine qui fait trop de bruit. Enfin, si la voisine dit on va faire une fête, non, pas question, vous allez me chier. Donc, elle est assez chieuse. Et elle retrouve une copine d'enfance à un bistrot. Et comment la copine la force quasiment à boire une bière alors qu'elle déteste la bière. Et à partir de là, elle se force, et puis au fur et à mesure, elle se sent mieux. Elle se sent un petit peu mieux, et puis l'autre après l'entraîne à un peu dans toutes sortes de débauches et de produits psychotropes et de choses qui font rire, tout un tas d'éléments qui fait que
au lieu de plonger dans une dépendance à l'alcool, là, c'est la drogue joyeuse. Ouais. Et d'une certaine façon, tout à l'heure, on a écouté Afroman qui chantait Because I get high. Parce que je suis bourré, parce que je suis, défoncé, je peux pas faire grand chose. En fait, il a plein d'envies, il a plein de trucs et c'est très très cool, mais finalement, il n'arrive pas au bout. Et la fin de la chanson d'Afroman, d'ailleurs, je sais pas si vous la connaissiez, Je la connaissais, ouais. C'est qu'à la fin, il dit d'ailleurs, cette chanson, on va sans doute pas en vendre parce qu'on est défoncé. Ouais. Et bon, et en fait, ça a été un énorme succès, la chanson d'Afroman. Et là, votre héroïne, elle se pose pas cette question-là. Elle se demande pas si ça va. Mais ça pose success story au-delà de la nana qui se défonce non-stop. Et ça pose aussi le truc de vous deux, d'ailleurs, de Romain et de toi, sur l'édition, se faire éditer. C'est d'une certaine façon le cœur du bouquin, c'est ça, quoi. Ouais, c'est le cœur du bouquin. Après, ça va quand même. Oui, on a laissé notre empreinte en tant qu'auteur, mais si tu veux, c'était pour Anna Josselin, donc la narratrice, c'était aussi une étape pour réaliser après un film et puis après quasiment se lancer en politique. Enfin voilà, elle termine, elle est presque, voilà, c'est la personnalité préférée des Français. On veut qu'elle soit ministre, donc elle, c'est voilà. Mais bon, on est passé par l'étape littéraire parce qu'on connaît un peu le truc, si tu veux. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être autre chose. Nous, c'était vraiment la success story qui nous faisait marrer, quoi. Mais effectivement, on se base par rapport à ce qu'on connaît, donc. Voilà, le truc littéraire. Elle écrit un livre carton plein, un deuxième livre carton plein, alors qu'elle l'a écrit sous pseudonyme. Voilà. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, tu parlais tout à l'heure du fait de publier plein de bouquins, mais que on te dit maintenant tu peux pas en publier. Là, votre héroïne, bon, c'est assez simple parce qu'elle écrit un bouquin pour la jeunesse d'ailleurs, sous pseudo. Ouais. Et là encore, bon, ça marche un maximum. Ouais. Ça aussi, c'est un rêve, c'est une espèce de fantasme. Le livre est un grand fantasme, dans le fond. Un grand fantasme d'auteur et de consommateur. Ouais, complètement. Oui, c'est ça. Oui, c'est un fantasme, ouais. Si tu veux, voilà, elle a écrit le bouquin, en plus, les deux bouquins, elle les écrit hyper speed parce qu'elle est pétée à la coke. Et donc voilà, elle les écrit super vite. Et voilà, il s'avère que, voilà, exactement, carton plein. Il y en a un, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est voilà, elle écrit un livre qui se passe dans une maison de retraite et qui est une histoire d'amour et d'aventure dans une maison de retraite. Le truc fait un carton. Et le deuxième, c'est un roman jeunesse, enfin tu vois, d'ado, quoi, et qu'elle écrit sous pseudo, et pareil, ça fait un carton total. Et voilà, elle est complètement défoncée pour l'écrire. Elle l'écrit en une semaine, pareil. Le truc fait un carton. Est-ce que c'est un fantasme? Ouais, c'est marrant. Ouais, si en une semaine d'écriture, tu peux être peinard à vie parce que t'as fait deux best-sellers, ouais, j'avoue que c'est un fantasme d'auteur. Bon, alors c'est un total fantasme. Oui, mais en fait c'est un total fantasme, mais du coup c'est vrai que vous entraînez les lecteurs dans le fantasme. Ouais. Alors effectivement, à la fin du bouquin, tu dis ouais, mais en même temps c'est quand même une ode à la défonce et à si vous avez quelque chose de bien à faire dans votre vie, c'est plutôt de vous défoncer, les amis. Alors déjà ça peut vous amener, c'est une fiction. Ouais, évidemment. Alors c'est une fiction et puis c'est un pastiche. Si tu veux, c'est un pastiche de ce qu'on appelle des feel good, tu vois. C'est un pastiche. Est-ce que c'est une apologie? En fait, tu peux voir ça comme ça. Enfin, disons que ça dédramatise plus le truc, mais une apologie, je suis pas sûr parce que c'est pas très réaliste. Si tu veux, le mec qui prend le non, il faut dire aux auditeurs de Radio Libertaire que effectivement c'est totalement irréaliste. D'abord pour une raison assez simple, c'est que la nana, c'est un conte, Success Story, c'est un conte rigolo. Ouais. Donc il faut le prendre comme tel, il faut le lire comme tel. Et d'ailleurs, la nana a accès à un peu toute la dope possible et imaginable. Finalement, elle débourse pas un rond. Elle a quand même, il faut reconnaître un truc, c'est qu'elle a un salaire d'enseignant, donc elle gagne pas 3 milliards et elle arrive quand même à se payer pas mal de doses. Ce que tu oublies, c'est qu'elle devient riche assez vite quand même.
avec son. Ben oui, mais ça c'est aussi du fantasme parce que les droits d'auteur, Oui. Elle va pas les recevoir Oui, tout de suite. on- Là, il y a une espèce de compression dans l'espace-temps. Le contonium temporel est pas tellement respecté. Excuse-moi. Je t'accorde que voilà, oui, voilà, ça, je te l'accorde. Mais ouais, bah en fait, oui, et puis aussi c'est pas, comment dire, c'est pas non plus réaliste parce que le mec qui se met là, le quart de ce qu'elle se met dans la gueule, il a déjà fait 15 overdoses quoi. Oui, Et bien sûr. tu vois, donc Sauf Terno et Zaka, voilà, bon, à part nous, peuvent tenir. et si tu veux, ouais, non, c'est vrai qu'on s'est pas non plus pris le chou pour la crédibilité, quoi. Ça c'est clair. D'ailleurs, c'était pas le but. Hein. Mais en revanche, il y a un truc qui est vraiment, alors pour le coup, il y a le côté hollywoodien du bouquin, c'est que puisque c'est du film, c'est que la nana, elle est comme ça au départ et à l'arrivée, il y a une progression et le personnage est à l'opposé de ce qu'elle était au départ. Donc c'est quand même le truc hollywoodien, c'est le roman hollywoodien. Vous avez respecté le feel good novel dans toute sa splendeur. Le but c'était vraiment de prendre les codes des feel books, sauf que les feel good c'est assez moralisateur quand même et de rendre le truc amoral quoi. Mais sinon oui bien sûr c'était de respecter les codes du feel book. Donc ce qu'on espère c'est que le lecteur, il garde le sourire en le lisant, quoi. Il va plutôt rire. Bah, j'espère, ouais. Enfin, en tout cas, c'est. Et il n'a pas besoin d'ailleurs de prendre quoi que ce soit pour rire, pour s'amuser. Oui, j'espère. Enfin, ouais, bon, effectivement, c'est pas. On va en parler encore plus en profondeur de ce bouquin. Bon, il y a plein de trucs rigolos, évidemment, parce qu'il faut imaginer. Enfin, on va en parler. On fait une petite pause musicale. Encore une fois, un titre qui correspond à Success Story. Bon, on est toujours dedans. Hein. On a toujours le nez dedans. Allez. Radio Libertaire 89.4, vous venez d'écouter Steppenwolf qui chantait The Pusher. Bon bah voilà, The Pusher, donc une chanson sur la drogue, puisque on a décidé de ne passer que ça. Enfin, où j'ai décidé de ne passer que ça pendant cette émission, puisque nous sommes avec Johan Zarka, qui vient publier avec Romain Terno Success Story. Et il y a Giovanni Bandini qui est avec nous dans les studios, il faut le dire quand même, parce qu'il est là, il est présent, il vous soutient, hein, il est là. Il nous soutient toujours. Il se fait discret, mais il est là. Voilà, discret mais présent. Bon alors, dès le départ, il y a des passages dans le bouquin. Dès les premières pages qui sont hilarants, surtout elle commence votre institutrice, enfin votre prof qui commence à découvrir les joies de la défonce. Elle part dans des fêtes embarquée par sa copine d'enfance. Et très rapidement, elle se retrouve dans les cas de figure qu'on a tous connus. C'est de rire, d'avoir les plus gros fous rires de sa vie. Et elle raconte pourquoi, mais elle est encore dans le truc que c'est très drôle, quoi. Et je crois que le premier énorme fou rire qu'elle a, si je me souviens bien, je sais plus où je l'ai noté, mais c'est juste que elle a ri elle a cru qu'elle allait mourir de rire uniquement parce que sa copine avait comparé le toit d'un truc à le toit d'un hôtel de ville d'une petite ville que sa copine l'a comparé à des chapeaux chinois. Voilà. Et ça l'a fait marrer. Mais pas marrer, ça l'a fait pisser de rire. Elle est par terre, elle n'arrive pas à se relever. Bon, là, c'est toujours d'ailleurs dans le roman souvent comme ça. C'est la nana installe un truc. Oh là là, mais c'était d'une drôlerie, etc. Et puis la nana est morte de rire, on l'imagine sous psychotrope sous la table. Puis après c'est pour le chapeau qui est chinois, la nana qui compare. Et il y a d'autres conneries comme ça dans ce genre. Bon là j'imagine que lorsque vous c'était vos trucs vécus, plus ou moins vécus, vous rappeliez forcément des moments où vous avez ri comme des baleines, mais pour des trucs qui étaient nullissimes. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça, c'est le principe. C'est un peu le principe. C'est que voilà, il y a plein de psychotropes aussi dans Success Story. Et après, effectivement, c'est d'être quand même
un peu aussi crédible sur les effets sur les effets des produits, quoi. Et là, donc, le passage que tu cites, ouais, c'est voilà, elle a pris du LSD, et puis elle est pétée de rire, mais surtout la fin, c'est que par une association d'idées, elle a une idée, voilà, par une association d'idées, elle en vient à l'idée qu'il faut qu'elle écrive un deuxième bouquin. Elle va s'y tenir, et ça va le faire. Voilà, toujours, ça le fait toujours quand elle consomme. C'est-à-dire que il faut dire que votre héroïne, elle décide pas d'écrire un livre comme ça. Elle avait quand même plus ou moins antérieurement à ça, elle caressait un peu ce projet. Oui, c'était un truc, voilà, c'était un truc perso, mais voilà, elle savait pas trop. Ça a toujours été, en fait, ces deux romans donc qui cartonnent dans Success Story, c'est des révélations qu'elle a quand elle est complètement défoncée, quoi. Et voilà, c'est ça qui la pousse. Elle a l'impression d'avoir eu l'idée de génie en étant complètement défoncée, donc elle s'y tient. Et les trucs font leur effet. Enfin, les bouquins qu'elle écrit cartonnent. Ouais. J'ai retrouvé le passage parce qu'en fait c'est évidemment c'est dans le verbe que là on l'a mal raconté. J'ai mal, très mal. Mes abdominaux me font atrocement souffrir tant mon dernier fou rire a duré. Oh, j'ai bien cru perdre mon souffle, manquer d'oxygène au moment où Karine a comparé la toiture de la mairie à un chapeau chinois. Bon. Mais vous vous attardez pas, la musique résonne au loin et nous aventurons dans un sentier désert. En fait, c'est des petites phrases comme ça qui sont bien foutues, bien ciselées, où tu es dans la peau de cette gonzesse. Alors, justement, le truc, c'est vous avez choisi de vous mettre dans la peau deux mecs se mettent dans la peau d'une fille. Ouais. Eh ben, alors, de faire une révélation, à la base, c'était un mec dans la première version. Et sauf que l'idée, c'était quand même de faire un pastiche des feel good books, tu vois, des bouquins qu'on appelle feel good, tu vois, les comment ça s'appelle, les Bridget Jones, tu vois, les trucs. Et en fait, si tu veux faire un vrai pastiche de feel good, il faut que le narrateur soit une narratrice, il faut que ça soit une nana, c'est ça, hein, les feel good. Donc c'est pour ça que la question s'est posée après, et on en a fait une meuf. Mais au début, c'était un mec. Et on s'est dit, voilà, on va rester dans le pastiche du feel good, dans le pastiche du Bridget Jones. Mais la première version, c'était un mec. Et c'est aussi un bon exercice de style, tu vois. C'est aussi de changer. Tu vois, on a toujours fait des mecs avec Romain. Donc voilà, quoi. Mais un feel good, généralement, c'est des héroïnes. Donc, on fait un pastiche de feel good, on fait une héroïne. Bon, mais ça marche très bien. De toute façon, c'est ça, être un auteur, c'est aussi se mettre dans la peau de tous les personnages. Vous pourriez aussi bien vous mettre dans la peau d'un chien, d'autres auteurs l'ont fait. Alors, à un moment donné, le personnage dit elle boit pas une goutte, elle dit je n'aime pas l'alcool, mais en revanche sa petite camarade lui propose une autre substance. Ouais, la MDMA, ouais. Et elle aime bien. Elle aime bien. Ce qui est assez rigolo, c'est que elle use pas tellement prendre la MDMA, mais sans finalement, elle est très ce que rend la MDMA, mais sans ça dégénère pas. C'est là où c'est quand même un feel good, vous restez dans le feel good, ça dégénère jamais, quoi. Non, ça dégénère jamais. Et apparemment, nous, on s'en est rendu compte par les retours des lecteurs, c'est qu'il y a une petite tension dans le livre qui est que de ce que j'ai entendu, c'est qu'on attend le retour de bâton en permanence, qui n'arrive jamais. Enfin, c'est du feel good, hein. Ouais, c'est du feel good. Vraiment, c'est oui, c'est que des bons sentiments, hein, de toute façon. Voilà. Alors, il y a quand même c'est d'une certaine façon je sais pas comment on pourrait dire, c'est le carnet de bord des auteurs, ou c'est la revendication des auteurs. Je lis un extrait. Sa copine s'appelle Karine, hein. Alors Karine ne conçoit pas un instant que l'on puisse s'amuser sans boire ou se droguer. Je m'assieds à table, observe la foule se trémousser sur le parvis de la mairie, me relève aussitôt pour changer de place sans raison particulière. J'aurais sans doute dû sniffer moins de coke. Quoique, la poudre m'a permis de boucler la première version de mon roman en moins d'une semaine. Je me souviens d'une interview de Stephen King dans laquelle le roi de l'épouvante racontait avoir écrit des livres entiers en quelques jours seulement grâce à la cocaïne. L'écrivaine Virginie Despentes aussi dit avoir rédigé Les Jolies Choses en moins d'une semaine, dopée à la coke. Loin de moi l'idée d'en faire l'apologie, mais admettons-le, la cocaïne stimule, motive, rend productif et vive d'esprit.
le produit idéal pour les entrepreneurs, les artistes et les ambitieux. Oui, alors là, pour le coup, je t'accorde qu'on est dans l'apologie. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, oui, en disant que c'est pas de l'apologie, oui, mais quand même. Oui, non mais voilà, c'est vrai que en fait, l'idée c'était aussi qu'elle justifie, voilà, effectivement, elle justifie avec, je crois qu'à un moment donné, elle cite Steve Jobs, elle cite Steve Jobs. ouais, voilà, elle trouve. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais en fait, j'imagine que vous avez vérifié. Oui, voilà. En fait, la documentation, c'est limité à ça. Et si, là pour le coup, pour les deux auteurs que t'as cités, pour Steve Jobs, oui, tout ça c'est vrai. Ouais. Ah, oui. Et voilà, effectivement, voilà, elle justifie. Ouais, non, mais elle justifie en permanence, voilà, sa consommation, quoi. Mais ça, là, ça lui a réussi, quoi. Enfin, ça. Ouais. Bon, on fait une petite pause musicale. On écoute. Là, c'est un de tes choix. Ah bah oui, ouais. Le choix de Johann Zarka, il y en aura eu au moins un. Enfin, tu peux en choisir d'autres si tu veux. C'est le Ludwig van 88, Rémi. Radio Liberta 89.4. Vous voyez, les amis, que le choix de Johann Zarka, c'est un choix simple, mais le titre dure 13 minutes. Ouais. Bon, voilà. Donc c'est quasiment un quart de l'émission. Non, je plaisante, un peu moins. Radio Liberta 89.4, donc avec Johann Zarka qui vient de publier avec son ami Romain Terneau Success Story aux éditions Goutte d'Or. Bon, alors il y a aussi un élément qui est très très important, c'est l'EHPAD. Ah bah oui. Puisque votre héroïne, à part se défoncer, il se trouve qu'elle a son pépé qui est en EHPAD. Et c'est ce qui lui donne d'ailleurs l'idée de son bouquin, puisqu'elle va mettre en scène un vieux dans une EHPAD, dans un EHPAD d'ailleurs, un établissement dans un EHPAD. Et c'est ça on va pas en dire plus, mais en tout cas ça va très bien se passer pour elle par rapport à ce bouquin. Et elle va en même temps foutre le merdier dans l'EHPAD. C'est vrai que, alors là pour le coup, vous êtes en plus dans une actualité constante, puisque l'EHPAD qui coûte au bas mot aux familles, c'est un destructeur de familles. Ça fout en l'air des familles entières parce que personne n'a envie de payer pour les vieux et que les maisons de retraite coûtent minimum 2000 balles par mois. Et là vous touchez à du social. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la réalité, c'est que je peux pas te dire comment ça nous est venu ce truc d'EHPAD, je sais pas. Ouais, en fait, je trouve qu'on en parle assez peu en fait de la condition de vie des seniors. On en parle assez peu et c'est pour moi perso c'est un combat politique quoi. Oui, parce qu'on a l'impression même en lisant le bouquin que que vous avez des parents dans des EHPAD. Bah c'est pas mon cas, mais toujours est-il que c'est un truc auquel c'est un truc auquel je pense, ouais. Et donc voilà, effectivement c'est un truc j'y pense beaucoup et voilà, on en avait un peu discuté, on avait un peu débattu de ça avec Romain et voilà, et puis effectivement Anna Josselin, donc l'héroïne la narratrice de Success Story, comme tu l'as dit, un grand-père dans l'EHPAD, et elle découvre les conditions de vie et un jour elle est un peu défoncée et elle se dit mais oui, c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et en fait c'est assez marrant parce qu'à un moment donné je m'étais tâté à écrire cette histoire avant Success Story, à écrire l'histoire des vieux, donc l'histoire de Pépé Gontran, et donc j'ai pour le coup j'ai voulu qu'on mette un livre dans ce livre quoi. Oui, le livre dans le livre. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait, on sait pas ce que raconte Pépé Gontran. De même qu'on sait pas ce que racontent les collégiens. Ouais. L'autre bouquin qu'elle écrit en parallèle en une semaine, comme Stephen King et Virginie Despentes. Mais ce qui est raconté aussi, c'est effectivement les conditions dans les EHPAD. Ouais. Sous couvert de conneries et de blagues, etc. Bon. Votre héroïne et la narratrice décident dans un premier temps, mais ça c'est aussi grâce à la dope finalement, c'est toujours assez agréable, ça donne plein d'idées et de bonnes idées positives.
elle propose au patron de l'EHPAD de faire de l'animation pour les vieux gratuitement. Ouais. Et comme il se trouve aussi que sa copine fait du clavier, elle a un groupe, elle fait un peu de musique. Elles vont après organiser des petits spectacles pour les vieux. Elle va lire des extraits de ses bouquins, de son bouquin, etc. Et un peu motiver les troupes pour que ils arrêtent finalement. C'est les gilets jaunes, quoi, les gilets jaunes dans l'EHPAD. Ouais. En fait, elle crée un mouvement de révolte au sein des maisons de retraite, quoi. Et du coup, ce qui se passe, parce que là, il y a aussi un truc dans le pastiche du feel good, c'est que souvent dans les feel good, t'as ce truc de la société, de l'impact, l'impact sur la société. Et du coup, il va y avoir des mouvements de révolte en France et même dans le monde, histoire d'aller plus loin quand même. Et voilà, dans les EHPAD, et oui, ça va foutre un bordel sans nom. Voilà, ça va créer un mouvement de révolte. Et voilà, ça a impacté, Anna Josselin a impacté la société, quoi. Comme ça. Ouais. Oui, parce que en fait, comme il n'y a pas de personnel, ça fait vivre les fonds de pension, mais en même temps, on essaie de faire des éconocroques dans tous les sens. Bon, les vieux qui sont dans ces maisons-là, ils sont traités comme de la merde. Ce que vous racontez dans le bouquin, en fait, ça, c'est les passages qui sont sans doute les passages les plus tristes. Heureusement que votre héroïne va foutre un coup de pied dans la fourmilière et va faire bouger tout ça, et que là, il y a des vieux aussi. Je sais pas, tu imagines que si c'est porté en film, tu peux t'amuser à trouver des vieux déconnants. Ah bah ouais, c'est clair. Tu peux récupérer tous les vieux acteurs français d'ailleurs pour faire les rôles. Ouais. Bah après, à mon avis, ça va être compliqué de faire une adaptation de Success Story, tu vois. Mais à mon avis, ils seront pas très chauds. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. Après tout, les Américains peuvent faire des trucs comme ça. Les Américains peuvent faire des films où les mecs sont défoncés. Il y en a. Il y en a. Mais il y a le fameux film avec Jeff Bridges qui raconte l'histoire vraie avec le colonel qui pensait qu'il fallait filer du LSD. D'ailleurs, les troupes américaines étaient truffées de LSD pour qu'ils aillent au combat. C'est un grand truc. Et le type qui était complètement défoncé, ils s'en sont aperçus très très tard. Je sais pas, vous l'avez pas vu ce film ça me dit rien. Où le type monte un truc pour hypnotiser une chèvre. Donc si on peut hypnotiser et faire tomber une chèvre, et ben on peut faire tomber un Afghan ou un ennemi, et on peut traverser des murs grâce à la concentration. Bon. Les mecs étaient très très défoncés mais c'est un colonel qui a réussi à embarquer l'état-major pour créer une unité qui était censée travailler sur endormir des chefs, donc des ennemis potentiels, et traverser des murs et tout un tas de conneries et voler et machin. Et les types, ils étaient pas bon. Écoute, je n'ai pas les Américains film, mais ça fait rêver. Hein. Les Américains font un film là-dessus, quoi. Donc, je pense que c'est sans doute l'industrie est moins frileuse du moment qu'ils pensent que ça peut faire du blé. Je pense. Mais en France, je crois que je pense que c'est mort. Mais... On sait pas. On sait pas. Peut-être que Netflix, ça peut intéresser Netflix c'est pas con, et faire une série et imaginer une série. Netflix est dans une autre logique, quoi. C'est pas faux. C'est possible. Bon, il y a j'attends quasiment Romain pour qu'il vienne pour raconter, pour qu'on aborde plus profondément le rapport du livre qui est aussi un peu pas autobiographique, mais le fantasme, ce dont on parlait tout à l'heure, sur l'auteur qui, c'est parce que la nana vit un rêve. Elle vit pas seulement le rêve par la dope, mais elle vit aussi un rêve d'éditer. Oui, non, mais c'est en fait, tout ce que, mais en fait, elle vit un rêve complet parce que il y a aussi un truc, c'est que alors en l'occurrence là, c'est l'alcool, parce que là on parle beaucoup de dope, mais il y a l'alcool. Elle découvre aussi l'alcool. Et ben, elle arrive à choper un mec dont elle rêve, donc dont elle fante, enfin voilà, elle kiffe son collègue. Oui, à qui elle parlait quasiment jamais. À qui elle osait même pas parler. Et, une fois, donc elle se met à picoler, elle est désinhibée, elle y va, et puis un peu plus tard, bon, elle le chope, donc elle découvre l'amour, l'amitié.
Voilà, parce qu'il n'y a pas non plus que, voilà, il n'y a pas que la success story, on va dire professionnelle, enfin artistique, voilà, et puis il y a la success story un peu morale, parce que quand elle est défoncée, alors en l'occurrence sur des cams qui rendent empathique comme la MDMA, elle se met à filer beaucoup de pognon à des associations. Enfin voilà quoi, c'est une success story sur plusieurs. Oui, parce que de la même façon, elle propose, elle rencontre, il y a un SDF là qui est là, et en fait, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait dehors et tout, et puis elle se dit viens, t'as qu'à habiter à la maison pendant que je vais en vacances, donc elle lui laisse son appart pendant qu'elle part en vacances. Ouais, c'est ça. Et en fait, success story, racontons pas ça, laissons découvrir aux auditeurs lecteurs ce qui va se passer. C'est feel good novel à fond. Tant mieux. Non mais j'espère, parce que c'était le pari quoi. L'idée c'est ça. C'est un feel good novel irresponsable, pour le coup, vraiment irresponsable. On fait une petite pause, on écoute. Peut-être qu'on écoute Jefferson Airplane, hein. White Rabbit quand même, un classique, hein. Ouais. Radio Liberta 89.4. On est autour de Success Story, ce roman écrit par Romain Terneau et Johan Zarka pour les éditions Goutte d'Or. Et avec ce personnage d'Anna Josselin, qui est un jeune professeur de français, et là je lis la 4e carrément, dans un collège de banlieue. Elle déteste son travail, ses élèves, ses collègues, tout le monde d'ailleurs, tout le monde. Mais elle fait tout d'un coup une découverte extraordinaire. Et non, ce n'est pas Jésus, c'est mieux que Jésus, c'est les substances. Voilà. Ouais, très bien. Alors là, elle goûte de tout, hein, la nana. Presque. Après coup, je me suis aperçu qu'on en avait oublié quelques-uns, mais elle en goûte pas mal. Ouais. Mais en plus, alors là, peut-être que le journaliste a dû entrer en scène. T'as dû être obligé un petit peu de goûter tout ça. J'étais forcé. Le problème, c'est que voilà, c'est pour. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Tu peux pas raconter n'importe quoi à tes auteurs, à tes lecteurs, je veux dire. Du coup, il a fallu que je me renseigne. Ouais, il a fallu que tu t'y mettes un petit peu. Bon, après, il y a des petits clins d'œil. À un moment donné, Anna donc se trouve un éditeur, et le type lui dit tiens, il y a une liste de journalistes, alors regarde, voilà, et c'était quelques noms de personnalités médiatiques, Laurent Vespar, là tu expliqueras, Laurent Vespar, il y a Romain Zarka et Johan Terneau. Voilà. Oui, c'était des petites. Les autres, Laurent Vespar et Éric Moreau, j'imagine, c'est des potes. Non, ceux-là, je crois que c'est vraiment bidon complet. Je sais plus si c'est Romain qui a mis ces noms-là ou moi. Je sais plus. Non, je crois que c'est bidon. Je crois qu'ils n'existent pas. Je crois. Là, pour le coup, on n'a pas dû se prendre le chou. On a dû foutre un nom comme ça à l'arrache. Il y a d'autres noms comme ça. Il y a l'amour de Romain. T'as livré cette information tout à l'heure pour Amélie Nothomb, puisqu'il y a c'est à peine déguisé, quoi, le personnage d'Amélie Nothomb qui adore le bouquin d'Anna Josselin. Ouais. Bon, alors c'est là où on en arrive au fantasme des auteurs. Le fantasme d'écrire très très vite, je pense qu'il n'est pas forcément là, parce que vous écrivez l'un comme l'autre, aussi bien Romain que toi, vous écrivez assez vite. Ouais, après là c'est vraiment une semaine. Là c'est un peu extrême. Ouais. Non, là c'est pas là c'est pas forcément un fantasme, non, mais ouais, c'est un peu, voilà. Mais là, elle est super productive, Anna Josselin. Ouais, on peut dire que ça l'aide beaucoup ce qu'elle prend, mais elle est assez productive. Elle écrit assez vite. Et puis même dans la foulée, elle fait non seulement elle fait son bouquin qui va cartonner, mais après elle va faire un livre pour la jeunesse. Ah, exactement. Et bien justement, il y a Romain Terneau qui arrive. Et voilà. On va le poser où le Terneau? Il faut que tu te mettes là au bout. Allez, viens tu vas passer derrière. Il passe. Il passe. Oui, parce que finalement, le jeune Romain Terneau, il y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est qu'il travaille le samedi. Il a un boulot. Ouais. J'avais pris, je devais quitter plus tôt, mais il y a eu un imprévu. Il y a eu un imprévu. Ouais. Bon écoute, ça arrive, mais heureusement tu as traversé Paris en vitesse et t'es là. On était en train de parler justement du success story que vous avez écrit tous les deux.
Donne-nous ta version des faits, parce que t'as pas entendu celle de Johan, mais maintenant, donne-nous ta version des faits. Comment vous êtes retrouvé à écrire ce bouquin Success Story? On s'est rencontrés à l'hôpital avec Johan il y a 5 ans à peu près, à l'hôpital Saint-Antoine. Jusque-là, t'as bon. Et puis on a eu l'idée. Ah oui, il y a une amie de Johan qui lui avait ramené un roman feel good. Exact. Et ça nous avait fait marrer parce qu'il aime pas spécialement ça. Ouais. Et on a eu l'idée après je sais plus précisément le détail, mais on a eu l'idée de faire le nôtre à notre sauce. Voilà, tout simplement. Mais tout à l'heure, Johan disait, on a un peu déliré là-dessus une première fois, et après ça nous est revenu. On est revenu là-dessus. Oui, on l'a pas écrit justement. Ça a été par étapes. La première fois, juste un délire comme ça entre deux malades qui avaient pris des substances, et puis après 2 malades qui se retrouvent, qui continuent à prendre des substances et qui se disent, mais peut-être qu'on pourrait aller au-delà et en faire un bouquin. Voilà, c'est ça. Ça c'est bon, fait, après sur l'écriture de la chose, comment ça se passe? On va voir si c'est toujours la même version. Comment tu croises les sources? Attention, parce que mais c'est ça le journalisme. J'ai marché vite. T'en sais quelque chose. Alors. Attends, excuse-moi, j'ai été Je te repose la question. Comment il t'a mis la pression? C'est incroyable. Il a une bière devant lui, ça y est, il est bien fou. Il peut plus se concentrer, le Romain. Et l'écriture. La question, l'écriture. Donc l'idée est venue à l'hôpital et après on s'est remis sur le projet plus tard et on a fait une espèce de synopsis à 2 et Johan a fait une sorte de première mouture. Qui m'a donné quelque chose de très squelettique, voilà, en gros le chapitrage du roman. Et puis donc j'ai fait cette première base à ma sauce, j'ai rajouté des choses, des personnages, des situations, j'en ai retiré, puis je lui ai redonné cette version, et ainsi de suite, et à la fin il y avait de moins en moins de choses à changer. Après, c'était par téléphone. Est-ce que tu peux écrire telle scène pendant que moi je fais ça? Voilà, on s'est organisé comme ça. Est-ce que alors bon, t'as tout bon là pour l'instant. C'est un. Oui, c'est bien. On te félicite. Est-ce que les bruits que vous entendez là, je ne sais pas ce que c'est. C'est des petits bruits parce qu'il est en train de faire je ne sais quoi. Est-ce que dans l'écriture justement à 4 mains. 4 mains maintenant, parce qu'avant on disait 4 mains mais en fait c'était juste avec un stylo. Maintenant 4 mains c'est vraiment 4 mains. Comment vous est-ce qu'il y a des moments où vous êtes dit où l'un a dit à l'autre bon ça je suis pas certain du truc, ce truc là je sais pas si c'est pas ailleurs, bien sûr. Je me demande si ça c'est pas un peu too much par rapport à l'histoire et si on sort pas un petit peu du parce que connaissant les animaux vous pouvez déborder un petit peu, il faut vous remettre dans les rails. C'est pas moi qui le dis, c'est Bandini qui me l'avait dit. Il m'a dit souvent je suis obligé de les redresser les deux. Sans lui on est foutu. Sans lui vous êtes foutu. Alors oui, c'est arrivé et moi j'ai tendance à croire que c'est plus Johan qui m'a recadré parce que l'idée de départ c'était de faire un vrai roman feel good et donc de pas tomber dans le burlesque, dans ce qu'on fait un peu d'habitude, d'être dans l'outrancier. Et pour que ce soit crédible, fallait pas qu'il y ait des situations trop excessives. Et des fois moi j'avais tendance à vouloir en rajouter. Et heureusement Johan était là pour recadrer le projet tel qu'on l'avait décidé au départ. Voilà, après peut-être que ça a été en sens inverse aussi de temps en temps. Ouais, quand même, parce qu'il y a eu, il y avait notamment des persos que t'as rajoutés, des situations et tout. Mais oui, de toute façon, comme tu dis, des fois, on n'a pas forcément la même vision du truc, mais après, on discute on discute. Mais est-ce que c'est vraiment le sens qu'on veut donner au livre, de rajouter un truc noir, par exemple, que Anna Josselin se met à battre tripper à un moment donné, parce que ça serait crédible qu'elle batte trip, mais on fait un feel good, donc faut pas non plus qu'elle batte trip. Donc il y a eu des petites discussions comme ça. Sur les trucs où vous étiez hors sujet par rapport au feel good. Oui, fallait rester quand même. Je voulais rajouter des fois de la tension dramatique, mais ça avait aucun intérêt en fait. C'était juste, je me dis tiens, il faudrait quand même un moment ça se passe mal, mais non, on a décidé que non, c'est il valait mieux que ça pas se la passe bonne bien. idée. Ouais. Bon alors, la grande question, c'est qu'on a commencé à aborder avec Johan, c'est le fantasme de l'auteur, puisque là,
Jocelyn, elle écrit son bouquin, mais en 2 secondes 30, les trucs qui n'arrivent quand même jamais, c'est pour ça que c'est un feel good. C'est que elle envoie le manuscrit, elle a le mec qui rappelle l'éditeur qui rappelle tout de suite, je vous publie tout de suite. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de calendrier d'écriture. Le bouquin, il est tout de suite publié. 3 semaines après, même pas, 2 semaines après, il est publié. Et elle envoie dans la foulée le truc sous pseudo, mais pareil, les mecs se battent. C'est en même temps la dynamique du feel good, en même temps le fantasme absolu, quoi. Oui, ça a dû se passer vraiment comme ça quelquefois dans l'histoire de la littérature. Non, mais après, c'est vrai qu'on a pastiché Feel Good, mais un Feel Good, c'est déjà un pastiche. Enfin, je veux dire, un Feel Good, c'est déjà une parodie du bonheur. C'est déjà un Feel Good, c'est caricatural à la base. Donc, on a caricaturé une caricature, quoi. Mais c'est-à-dire que, en fait, vous avez pris le fil de l'édition, le bouquin, et qu'est-ce qui nous ferait le plus kiffer si ça se passait le mieux du monde de l'inimaginable d'une certaine façon. Et là, vous allez très fort. Voilà, vous allez au bout du truc. Hein. Il manque juste, je crois qu'il manque juste la chanson. Il manque juste que Anna Jocelyn n'écrit pas la chanson. Mais peut-être que ça peut faire l'effet du 2e volume. Parce qu'elle a quand même Karine, sa copine, qui fait de la musique. Elle pourrait carrément faire un album avec. Ça aurait pu. Hein. On a choisi un film après, mais ça aurait pu, bien sûr. Après, voilà, tout est possible. Tout est possible. Bon, pour laisser s'installer Romain, qui n'est même pas, c'est même pas dévêtu. C'est bon, je suis bien. Bon. Enlève ton pantalon. On fait une petite pause musicale. On va écouter, je sais pas. J'ai préparé Brownstone. Eh ben voilà, très bien. Parfait. Puisqu'on écoute que de la musique. Radio Liberté 80.4, eh bien voilà, on est avec Romain Terno, Johan Zarka et Giovanni Bandini, l'inévitable. Quand je dis inévitable, c'est positif, hein, c'est-à-dire que c'est inévitable, heureusement, parce que sinon ils feraient n'importe quoi les deux. Hein. Après, c'est ce qu'on dit, hein, toujours la banane, toujours debout. N'importe quoi, putain. Ouais, d'accord. Bravo. Eh ben, écoute, il fallait que ce soit dit et t'as bien fait de le balancer. Bon, il y a quand même un truc qui est un peu étonnant. C'est le passage avec une fille dont le nom ressemble diablement à un auteur français. Amélie, alors là c'est Amélie Naton. Ouais, Amélie Naton. Extrêmement mystérieux comme nom. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Mais alors là aussi c'est le rêve de tous les auteurs. C'est même les confrères trouvent que c'est formidable ce que tu écris. Ça, c'est le rêve de l'auteur. Ah, mais l'auteur est con. Hein. L'auteur y croit. Hein. L'auteur y croit à fond quand même. Il est il peut. Et puis voilà, je sais le truc. Il y a votre personnage de Smaïn. Il chante sur. C'est le seul passage musical du bouquin. Il chante sur Coldplay. Ah, ça doit venir de toi, ça. Oui. Ouais. J'aurais pu la mettre dans la playlist aussi, ça. Oui, c'est une chanson sur l'ivresse, il me semble. Et ça, c'est hyper mainstream aussi. Ouais, je voulais quelque chose de feel good, donc j'ai choisi cette chanson. Ouais. Mais en réalité, votre héroïne n'est pas tellement. Elle aime pas, même à la fin du bouquin, elle reste quand même assez distante par rapport à l'alcool. C'est pas forcément son truc. Elle, ce qui lui plaît vraiment, c'est les autres petites substances chimiques. Ouais, clairement. C'est vrai. Après, vous trouvez? Enfin non, je trouve, ouais. Je trouve que c'est vraiment son truc. Et puis à la fin, encore une fois, on va laisser le mystère parce qu'à la fin. Quand on dit irresponsable, c'est vraiment irresponsable jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'au bout, quoi. Mais c'est pour ça que je préfère pas raconter aux auditeurs de Radio Libertaire, hein, parce que là, vous y allez à fond. Là, vous êtes dit, mais finalement, il faut qu'on y aille à fond. Hein. C'est-à-dire sans rentrer dans le détail, du coup, ouais, elle aime bien engrainer aussi les autres gens parce qu'elle part du principe que la drogue l'a réussi, donc ça va réussir aux autres. Mais c'est ce qui arrive. Je pense que tu fais référence à ça. Effectivement, ça réussit aux autres. On va pas dire à qui. Mais ça réussit un petit peu à tout le monde. C'est ça qui est merveilleux avec la drogue. C'est que ça réussit à tout le monde.
Hein. Pour l'alcool, après, moi je pense, c'est vrai qu'elle a peut-être pas un goût prononcé pour l'alcool, à part peut-être pour les effets de l'alcool, mais l'alcool en lui-même, je pense que quelqu'un qui n'aime pas foncièrement, il aimera jamais. Juste, il va en boire pour arriver dans des états secondaires, mais je pense pas que c'est un truc, c'est une question de goût quoi pour l'alcool. Ouais, mais elle aime l'ivresse. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas évident ce que tu dis en même temps. Dans quel sens Bon, parce qu'il y a des alcools qui sont maintenant on va faire l'apologie de l'alcool. Non, il y a des alcools qui sont Ah non, je suis là. plus ou moins maintenant que t'es arrivé. On en est à l'alcool. Non, il y a des alcools qui peuvent te paraître un peu âcres, amers, etc. que tu peux ne pas apprécier, mais tu peux apprécier des alcools. Par exemple, certaines personnes ne boivent que des choses très sirupeuses, mais qui sont quand même alcoolisées, des trucs avec de la cerise. Je vais pas citer de marque, mais c'est bien la preuve qu'elles aiment pas l'alcool du coup. Et qu'il faut masquer le goût avec un goût supérieur à celui de l'alcool en lui-même. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à ce que vient de dire Romain? Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas la peine. Rien à dire. Mais d'ailleurs, la première grosse cuite d'Anna, là où elle drague son mec, c'est à la sangria. Parce qu'elle a du mal avec l'alcool. Voilà, elle a du mal. C'est vrai. Donc un truc un peu sucré. Ouais. Mais encore que le vrai déclic, c'est quand même la bière avec Karine. C'est le premier, la première pinte de bière. Mais là, elle aime pas. Elle se force à boire. Et elle se force à boire. Mais alors pourquoi? Parce qu'après tout, vous auriez pu choisir autre chose comme alcool, un truc plus facile à boire. Attends, c'est pas de la bière pêche? Non, elle a pas mis. Non, c'est de la bière. Ok, de la bière. on a déconné, ouais. Ouais. Là, vous avez été un petit peu parce qu'elle trouve, elle dit c'est un peu amer, etc. Après, vous auriez pu faire dans le kir, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais Karine, je la vois plus boire de la bière quand même, donc. Oui, mais l'autre, t'étais pas obligé de la suivre. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Puis il y a le Jägermeister après. Oui, c'est vrai. Il y a le Jägermeister après. Et ça, c'est plus agréable pour elle. Ouais, elle a du mal quand même un peu. Non, mais tu sais, quand tu bois au début, tu peux avoir du mal. Et puis après, une fois que t'es lancé, voilà, parce qu'au début, elle a du mal. Donc elle se bouche, elle coince sa respiration et puis elle avale ça très vite pour dire faut que je me barre vite. Enfin, comme ça, plus vite j'aurais terminé ma bière, plus vite je serais barré. Et sauf que elle commence à kiffer un peu l'ivresse, quoi. Est-ce que vous avez finalement le roman s'est terminé assez vite? Enfin, vous avez été content de la forme définitive assez rapidement ou non? Ça a mis du temps. Parce que comme vous êtes de toute façon l'un et l'autre assez, je pense, assez réactif et assez vous n'avez pas de problème pour écrire. J'imagine que les allers-retours, ça devait aller assez vite. Vous n'aviez pas besoin d'appeler l'autre pour dire qu'est-ce que tu fous, ça fait un mois que j'attends. En plus, on n'avait pas trop le choix parce que Goutte d'Or a décidé assez vite de le publier. Et on savait qu'on allait le publier en février. Donc ça c'était l'été dernier ou un peu après, donc fallait pas perdre de temps et voilà la dernière lancée elle s'est faite vraiment sur quelques mois, il a fallu vraiment non il y a eu du taf mais ça a glissé quand même. Bon, et donc à la fin, une fois que vous avez eu terminé le manuscrit, votre manuscrit, on a fêté ça. Vous avez fêté ça je m'en doute, mais vous l'avez donc à qui ça a été soumis la première lecture du truc à part vous deux? Eh ben ça a été à Geoffrey et Clara, donc mes assos à Goutte d'Or. Et c'est particulier. Ils s'attendaient à ça ou un peu quand même, vous les aviez prévus? Ouais, on avait un peu pitché quand même le truc, ouais. Et non, en fait, ils s'attendaient à un truc à mon avis plus intellectualisé, c'est-à-dire vraiment plus fin sur la cam, parce que là c'est pas la réalité, c'est que c'est pas tant une apologie entre guillemets de la cam que de la défense, tu veux, c'est pas réaliste. Et je pense qu'ils s'attendaient à un truc plus réaliste sur le côté comment réussir en prenant des micro-doses, tu vois, un truc ils s'attendaient à un truc plus fin, ce que nous on voulait pas. Nous on voulait vraiment une parodie de Feel Good, on voulait un truc à la con. Tu vois, donc il y avait danger que le lecteur décroche si c'était trop technique, quoi. Nous, puis nous on aime bien faire des trucs lourds, enfin tu vois, genre un peu con, quoi, tu vois. Donc non, on a voulu faire un pastiche des livres à la con, donc il fallait faire un livre à la con. Donc donc après ils vous ont dit, ils vous ont fait corriger des choses ou non? Ils ont dit non, c'est bon. Si. Non, il y a toujours du taf quand même. Enfin, tu vois, ils font Clara, elle fait un vrai taf quand même d'éditrice. Ils vous ont fait couper des trucs? Couper, non. Ils ont soumis pas mal d'idées. Oui, il y a eu pour améliorer le personnage, la crédibilité du personnage principal.
Ouais, Je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, non, ils avaient beaucoup de bonnes idées qui nous manquaient au départ. Ouais, donc vous avez pu, d'où l'intérêt d'avoir un éditeur derrière qui fait travailler. Mais bien sûr, c'est aussi des lecteurs à la base, donc ouais, bien sûr. Non, mais de toute façon, un éditeur, en théorie, il est pas là pour bousiller ton texte. Et là, je trouve que là, t'aurais pu approfondir ton perso pour l'améliorer. C'est ça. Bon après vous étiez satisfait, donc vous avez déjà fêté la fin de votre manuscrit et après vous avez fêté la fin de vos corrections. Voilà, exactement. Ouais. Non, parce qu'entre temps, on a fêté la moitié de la correction. C'est puis la fin de la correction et puis la signature de on va le sortir, le bouquin. Enfin, la soirée de lancement, c'était quelque chose aussi. Ouais. Oui, ce sont des fêtes non-stop dans le fond. C'est ça le plaisir aussi. Il y a intérêt quand même. Et c'est aussi le plaisir d'ailleurs de votre héroïne. Hein. Ouais, oui. Bon, il nous a raconté quand il a eu le prix de Flore, ton attitude, mais tu me l'avais, je crois que tu me l'avais déjà raconté. Peut-être, ouais, c'est possible. Où tu avais été assez brillant quand même. Ah bon, on fait ce qu'on peut. T'as même eu un article dans Grazia, il y a eu un article sur le prix de Flore. C'est vrai, tu m'avais raconté que Grazia avait dit, oui, le mec qui se fait passer pour le patron de Grasset. Eh oui, c'est... bravo mon pote. Hein. Je te remercie. Bon, allez, on fait une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu veux piquer ou sniffer? J'ai pas entendu. Tu veux piquer ou sniffer? Piquer. Sniffer. Alors il faut que je change. Bon, merde. Mauvais choix. Parce que j'imagine que c'est Jean-Louis Cos, non, qui chante ça. Oh putain. Non, Jean-Louis Cos, c'est autre chose. Non, je bois pas. Radio Liberté 89.4, oui, on vient d'écouter Cocaine de... le Judicael, mais chanté là par Eric Clapton. Ouais. On est avec Johan Zarka et Romain Terneau autour de Success Story qui vient d'être publié aux éditions Goutte d'Or. Bon, alors, est-ce que vous imaginez maintenant, après avoir fait ce feel good novel, un feel good irresponsable certes, mais un feel good quand même, que d'abord la couverture, c'est vous qui l'aviez choisi, vous étiez d'accord pour ça? Oui. Juste une tête avec une nana qui fume une clope. C'est maquettiste. C'était pour faire soft, non? Ouais. Par rapport à quelque chose comme ça. On voulait un sourire. Ouais. Déjà, on avait l'idée et un truc soft. Ouais, un truc soft. Un truc feel good. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que c'est un magazine féminin, là, tu vois. Ouais, non, mais je sais pas. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu largué sur les couves parce que j'ai toujours des goûts de chiottes. Tu sais, sur les trucs esthétiques et tout. Donc généralement je m'écoute pas. C'est vrai. Donc je m'écoute pas trop. C'est vrai que là-dessus j'ai jamais été trop. Je vous dis la couve que je veux parce que souvent c'est quand je demande les avis des autres, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con quoi. Et donc oui, non mais moi je la trouve bien quoi. Ouais. Il y avait la même couve avec le même motif avec plein de couleurs de fond différentes qu'on a fini par choisir ça. Ouais. Puis moi je suis satisfait. Bon, vous étiez sur le personnage féminin, justement, il y a un écueil que vous avez évité, c'est la scène de cul. Ça, on l'a dit, mais il n'y a pas trop de cul, en fait. Mais non, il y avait une scène de cul dans un club échangiste et on l'a dégagé. Ouais, on a mais vous avez bien fait, en fait. Okay. Même sans l'avoir lu, vous avez bien fait. Parce qu'en fait, le roman, d'abord, dans le fond, les feel good novels, les trucs de cul sont assez légers, voire. C'est ce qu'on s'est dit. Hein non, mais c'est ce qu'on s'est dit. Ellipses. Il y avait une part parce qu'il y avait tout un passage qu'on a dégagé où elle découvrait les drogues aphrodisiaques. Donc ce qu'on appelle c'est des noms un peu c'est des noms de molécules et où elle expérimentait le sexe ou ce qu'on appelle les catinones et des trucs dans un club à Partouze et puis c'était magnifique, c'était génial. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit non, c'est vrai dans les feel good novels comme tu dis le cul ça reste assez soft donc on a décidé de la dégager parce que c'était je sais pas too much pour le coup. Ouais. Et alors, les buvards Bob l'éponge, vous en avez eu? Ouais, non, ça existe. De toute façon, t'as des buvards de tout. Ouais. Non, parce que, en fait, ça m'a rappelé un truc des noms. Je sais plus si c'est pas Jimi Hendrix qui quand il écrivait des paroles, il inventait rien. En fait, c'était des noms de drogue qui circulaient à San Francisco et il les utilisait pour faire des paroles. On dit mais d'où ça vient ça? Mais en fait, c'était des noms de
des noms rigolos, assez créatifs de drogue. Bon, bah là, je savais pas qu'il y avait des buvards Bob l'éponge. Bah, Ça t'as des s'appelle pas buvards Bob l'éponge, mais c'est des buvards. Ouais, mais t'as des buvards de ce que tu veux. Après, c'est juste qu'ils mettent la molécule sur le buvard, mais après, voilà, tu les. C'est toujours plus rassurant, ouais. Oui, c'est plus rassurant d'avoir un Bob l'éponge que d'avoir une tête de mort. C'est moins feel good. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai, Bob l'éponge. C'est rigolo, là. Il y a l'étoile de mer et tout. Bon, bref. Donc, est-ce que, quelle est la suite des opérations? D'abord, est-ce que vous, l'effort produit pour écrire Success Story, est-ce que c'était très agréable et que vous avez dit que vous alliez réécrire un bouquin ensemble? Bah, vas-y. Pas spécialement. Ouais, et why not On verra, en même temps on verra. Non, c'est vrai qu'on s'est pas tellement posé la question de l'après, mais oui, pourquoi Après, pas, de toute façon. c'est- Mais si par exemple vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital tous les deux, peut-être. Ah bah alors là, oui, il y a moyen, parce Ah bah, que comme alors, on on avait va un faire peu que quelque ça à chose, foutre, ouais, il y a intérêt à occuper son Après, temps. t'as intérêt à réfléchir à ce que tu vas écrire. Bien sûr, bah dans ces cas-là, ouais, sur un lit d'hôpital ou n'importe où, quand t'as intérêt à faire Faut des bien trucs. s'occuper, quoi. Ouais. Non mais donc plutôt pas. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on a pas mal de projets, chacun solo, Mais de si notre le côté. truc cartonne, imaginez alors. Ah bah, on verra, Alors, justement. oui, avec plaisir. Si tu te fais des couilles en or. Non mais hypothèse d'école. Le bouquin à 4 mains s'avère un succès colossal, très très largement supérieur à ce que vous faites en solo. À ce On va moment-là, faire ça que pose, des trucs à deux, ouais. à ce moment-là, ça pose quand même un problème pour les auteurs justement là. Oh non, bah, Parce que c'est comme ça quand me les- dérangerait pas, moi. Hein, c'est... C'est comme quand les mecs à deux ils font un carton. Dans le rock on a vu souvent ça, les mecs à deux ils font un carton, mais quand ils sont séparés, ça c'est plus la même camomille, ils vendent plus un album. Alors on a un groupe maintenant. Maintenant vous avez quasiment un groupe, c'est les Simon et Garfunkel de l'écriture. Je dirais Non, plutôt mais- les Blues Brothers, vu la physionomie des personnages. C'est vrai. Vu Non, mais la là- consommation, tu veux dire. Non, mais la réalité, c'est que en fait, on s'est pas posé la question, mais pourquoi pas, ouais. Enfin, c'est vrai, on s'est pas posé la question de l'après. Là, on est dans le pendant, tu vois. Ah, Mais c'est une idée qu'on a eue un peu par hasard parce qu'on s'est rencontrés comme ça. Mais de why manière not? Parce que amusante. c'est une belle aventure, quoi. J'aime bien tu parce que Romain il est vachement toi j'ai l'impression que dans le couple en fait toi tu serais plus plus corporate, plus allez on y va, c'est bah, moi, sympa, je suis on en chaud, fait je deux. suis chaud, juste Le faut Romain, que les- ah bah non attendez j'ai quand même 25 manuscrits dans mon tiroir, j'aimerais bien les faire vivre tout de même. Mais moi, je suis chaud pour faire les deux. mais lui aussi, il a plus de projets que moi encore, Johan. Ah ouais Bon alors De justement projets concrets. d'accord, alors les projets concrets, il y a ce bouquin qui va sortir mais tu connais quand même le titre du Oui, du ça bouquin qui va- s'appelle Bracos au samouraï. C'est l'histoire d'une bande de pieds nickelés qui vont tenter un braquage, mais ils vont s'y prendre comme des quiches et ils vont se retrouver dans la merde. En Bon gros, bah ça sort en septembre, tu viendras me septembre. voir pour nous en Avec poser plaisir. hein. Bon quoi d'autre? Et après, j'ai un bouquin Un truc chez Grasset. qui sort chez Grasset, qui est sur la thématique c'est encore un truc de cam, de chemsex, chemical sex. C'est des mecs qui organisent des partouzes sous psychostimulants, et c'est aussi une contre-culture, voilà. Ce que Et- tu as essayé de caser dans Ce que j'ai essayé de là-dedans, caser, que j'ai mais dégagé. finalement Ça tu t'es putain, bien ouais, fait. Exactement, non, on va le garder pour Grasset. Ouais, il vaut mieux. En plus, il y a Gallimard là, ils m'ont demandé un truc un peu similaire. OK. Ouais. Je vois. Et toi, Romain? J'ai un roman qui va sortir au Forge Vulcain. Je vais pas dire le titre parce qu'il est pas encore fixé, mais ce sera une histoire de vampire contemporaine. Voilà, qui doit sortir dans les mois prochains a priori, mais j'ai pas la date donc je vais pas trop en dire. Et puis après on verra. J'aime Les bien deux ça. indiscrets. Ça, c'est la retenue de Romain hein, qu'on connaît. Non, je vais pas trop en dire. Je ne connais pas la date. Je ne suis qu'une petite chose. Bon, mais alors après, c'est vrai que compte tenu de la production. Oui, j'en ai pas mal dans les tiroirs. Après moi j'ai déjà dit, hein, je suis pas sûr que tous seront publiés. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai faites qui resteront dans le tiroir. Est-ce qu'il vous semble quand même l'un et l'autre que finalement les éditeurs moins gros que les grosses machines, dont certaines Grasset ou Gallimard, etc., c'est quand même plus agréable de travailler avec ça, avec des petites boîtes qu'avec des grosses machines? En fait, les grosses boîtes, enfin moi de ce que j'ai vu à Grasset, mais Grasset c'est pas les seuls, ils commencent à s'adapter un peu à une nouvelle, à des formes d'écriture un peu plus jeunes.
on va dire. Et après, parce que mon expérience de Grasset, mais en fait, voilà, j'aurais pu dire Don Quichotte aussi, mais c'était pas non plus une énorme maison d'édition. C'est que quand même il y a eu un gros taf littéraire. C'est quand même très exigeant. Donc non, moi j'aime bien. Non, j'ai pas de, si tu veux, petite maison d'édition ou grande maison d'édition. Pour moi, non. C'est pareil. Ouais, j'aime bien, mais après c'est de cibler toujours aussi ton roman. Qui est-ce qui peut le défendre? Si c'est tu vois, moi j'aime bien les pulps, enfin tu vois, j'aime bien, voilà, c'est pas pour Grasset. Les bouquins populaires, ça c'est pas pour Grasset, quoi. C'est pas, donc ça dépend, c'est surtout à quel manuscrit correspond à quelle maison d'édition. Moi je le pense plutôt comme ça, quoi. Moi, j'ai pas été publié chez une grosse maison d'édition. J'ai toujours été dans des maisons d'édition à taille humaine et ça me va très bien. Mais donc, toi, j'ai pas de comparatif. De toute façon, il y a longtemps que tu n'as plus balancé de manuscrits à tout le monde. Oui, non, c'est aux Forges de Vulcain. Maintenant, je reste chez eux a priori. Ouais. Tu cibles quand même pas mal les éditeurs avec lesquels tu as envie de bosser. Oui, voilà. Et Goutte d'Or, du coup, c'est un peu une exception là dans mon parcours récent, mais c'est très agréable. Voilà. Bon, on fait une petite. On fait plus pas de pause musicale parce qu'on écoute le dernier morceau. On va finir l'émission en beauté avec le choix de Romain Ternaud qui nous a quasiment bassiné depuis qu'il a il nous fait chier. C'est pas vrai. On passe Jean-Louis Coste. Alors on va écouter Jean-Louis Coste sans alcool ni drogue, je crois que c'est ça le titre. Ça, ouais. Merci infiniment Johan Zarka. Avec à plaisir, bientôt, tu reviens nous voir en septembre. Avec plaisir, avec plaisir. Romain, merci à toi, ce fut pareil, court, mais cool. ce fut court, mais ce fut bon, c'est ce qu'on dit souvent. Merci à Giovanni Bandini, l'indispensable, merci, on va dire. Ouais. Et merci à vous. Je rappelle que le Feel Good irresponsable Success Story vient d'être publié aux éditions Goutte d'Or. Alors vraiment, c'est le feel good irresponsable et indispensable. J'espère. Si vous voulez vous régaler, passer un moment excellent et jusqu'au bout, ça va, parce que contrairement à certaines niaiseries qui ne va pas jusqu'au bout, là, vous allez jusqu'au bout de l'affaire. Et c'est quand même ultra agréable. Merci Ariel d'avoir assuré la technique de cette émission magnifiquement, en nous donnant le choix d'ailleurs entre la picouse et la sniffette. C'est cool. Et ça c'est cool. Et on finit donc avec Jean-Louis Coste, le choix de Romain Ternaud. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Libertaire 89.4. À la semaine prochaine. Ciao. Merci.